Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Victoria et c'est un plaisir de vous recevoir pour une nouvelle saison de notre balado Faut qu'on se parle, présentée par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Cette saison est dédiée à nos personnes aînées franco-ontariens afin d'accroître la sensibilisation de la maltraitance des personnes aînées et de mettre de la lumière dans ce sujet qui est souvent oublié. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir deux invités, qui est Linda Lefils et Denise Lemire. Bonjour. Bonjour Victoria, ça va? Bonjour. Oui, ça va. Bonjour Denise. Alors, je vais leur laisser se présenter. Commençons par Linda Lefils. Ok, mon nom c'est Linda Lefils. Normalement, j'évolue dans le milieu des services sociaux. Je travaille avec les personnes ayant une déficience intellectuelle et aussi consultante francophone et je fais des présentations exactement sur la sensibilisation de la maltraitance et aussi aussi pour les femmes victimes de violences, on fait ça. Et je fais aussi partie de réseau francophone contre la maltraitance avec Denise. On travaille souvent ensemble. Wow, fantastique. Et toi, Denise? Donc, moi, mon intérêt pour la maltraitance a débuté autour de 2015, lorsque j'étais directrice générale de la FARFO, la Fédération des aînés francophones et retraités francophones de l'Ontario. Donc, on avait commencé des ateliers. Un peu ce que Linda fait au niveau du programme Ce n'est pas correct. Donc, à travers l'Ontario, on avait offert des ateliers. On voulait mettre sur pied un réseau de la prévention, mais ça n'a pas fonctionné. Mais on s'est repris il y a 2 ans avec le PMAFO, le réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Donc, c'est un sujet dont je suis passionnée et puis qu'il y a tellement de choses à faire à ce niveau-là. Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est intéressant. Wow, fantastique. Mais encore une fois, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. J'ai tellement hâte d'apprendre de vous et de vos expériences et qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet tellement important. Alors, nous pouvons commencer avec la question. Nous voulons savoir pourquoi la bientraitance et la maltraitance vous intéressent et donnez-nous votre définition de ces deux termes. J'ai commencé par dire, pour ne pas reprendre, selon moi, selon mon expérience, on voit la maltraitance comme la répétition des gestes ou des actions, soit de la part de familles ou des organismes ou des personnes qui sont là pour desservir les gens. Ça se fait à répétition et on classe ça dans la maltraitance parce que là, il y a une relation de confiance qui s'installe. Lorsque c'est là, et puis là, la personne, les actions peuvent causer du tort ou blesser la personne, c'est là qu'on considère la maltraitance. Il y a aussi la maltraitance lorsqu'on n'entreprend pas une action. Par exemple, si on doit faire quelque chose, on ne le fait pas. La personne compte sur nous, on voit ça, c'est comme... Il n'y a rien du tout. La personne nous fait confiance et il n'y a pas d'action. Là aussi, on peut voir ça. Ça fait partie de la maltraitance. Et comme on ne peut pas dire que la bientraitance soit opposée, mais la bientraitance, c'est surtout des approches. Les approches qu'on utilise dans le quotidien, les approches qu'on fait comme valorisant la personne ou bien les aînés. Ce sont ces approches-là, soit par la famille, soit par les organismes, soit par les agences qui desservent les personnes aînées. Ça, ce sont les approches, comment on les approche, comment on leur permet d'évoluer, de continuer à jouer leur rôle dans leur communauté, de participer à des activités quotidiennes. Ça, c'est en général ce qu'on peut voir comme la bientraitance et les aider. Aussi, de la part du gouvernement, mettre des programmes pour ces gens-là, pour leur permettre de continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. C'est pas parce qu'on vieillit, on perd tout, mais c'est les aider. C'est ça l'approche pour dire. C'est des approches que, soit individuelles ou bien en groupe. C'est ça qu'on fait comme bientraitance. Et Denise, je ne sais pas si tu veux ajouter aussi. Oui, en fait, pour moi, bientraitance, maltraitance, c'est comme deux côtés de la médaille. Donc, un côté, au niveau de la bientraitance, c'est qu'on essaie c'est comme Linda disait, là, on essaie d'aider aider les gens, on essaie d'avoir de l'empathie pour les gens, d'avoir un côté positif par rapport au vieillissement, par exemple.
Donc, l'autre côté de la maltraitance, ça, c'est complexe au bout. OK? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes par rapport à la maltraitance. On va probablement en parler un petit peu plus tard. Il y a beaucoup d'aspects au niveau de la maltraitance qu'on peut identifier, qu'on peut parler, discuter, etc. Donc, je crois qu'il faut étudier les deux. Donc, au niveau de la bientraitance, il faut sensibiliser les gens à la bientraitance, mais il faut aussi sensibiliser les gens à la maltraitance. Au niveau de la bientraitance, c'est fait un petit peu moins que la maltraitance. Mais la maltraitance, c'est pas si discuté que ça. Donc, t'imagines la bientraitance. Donc. Wow, non. Je pense que c'est tellement des explications qui nous aident un peu à mieux comprendre, surtout pour la bientraitance. Comme tu l'as mentionné, Denis, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... On parle pas souvent de la bientraitance, souvent maltraitance, mais pas souvent la bientraitance. On tend à rester sur la maltraitance. Exactement. Dire, OK, voici ce qu'on pousse pour la bientraitance. Exactement. Oui, c'est ça. Et non, mais après cette explication, je crois que on veut en fait comprendre pourquoi un grand nombre de personnes aînées maltraitées, si on se focalise sur la maltraitance, ne signalent pas les mauvais traitements qu'elles subissent et pourquoi la maltraitance envers les aînés est encore autant tabou aujourd'hui. Moi, je peux commencer par dire qu'il y a plusieurs raisons. Et jusqu'à date, on va essayer d'en énumérer, mais c'est comme il y a la peur. La peur, c'est comme si je parle, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Maintenant, lorsqu'on commence à vieillir, on devient plus dépendant de notre environnement, de notre communauté. Si j'en parle, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Si ça arrive dans les familles, on va étiqueter mon enfant, on va étiqueter ma famille. Ça, c'est pas chose aussi. C'est comme la honte. La peur, il y a la honte aussi, il y a le côté financier aussi. Si j'en parle maintenant, et puis là, on va tout m'enlever, on va me mettre quelque part d'autre. Je vais être dans un endroit où j'aurai pas... Des fois, il y a aussi la personne qui exerce, qui a le pouvoir. Il dit que tu vas être coupé. Tu vas pas voir tes petits-enfants. Tu vas pas voir d'autres personnes. C'est comme l'isolement aussi. Ouais. On a peur de ça. Il y a tout ça qui rentre là-dedans. Il y a aussi le côté... Pour nous, pour quelqu'un comme immigrant, on te dit, tu vas retourner là. C'est spécialement s'il y a quelque part là où tu viens, c'est comme s'il y a la famine ou bien c'est dur à vivre. Entendre ça, c'est pas évident que tu veux en parler de ça. Il y a aussi tout cet aspect-là où tu sens que tu vas être privé de certaines choses. Il y a aussi les répercussions, ça pourrait être pire si tu parles maintenant, si la personne pourrait devenir beaucoup plus violente. L'autre qui a le pouvoir, qui abuse. Et il y a aussi la personne qui n'a pas la capacité de voir ça. On n'a pas, la personne n'a pas la capacité à des défis cognitifs. Ça arrive aussi. Imagine une personne qui a une déficience, qui vieillit, qui ne reconnaît pas, même pas, qu'il est vraiment là. On est en train de vivre ça. C'est comme c'est plus difficile. C'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment... on ne parle pas de ça. Il y a aussi le côté tabou qui dit, mais est-ce que tu vas demander à une personne, est-ce que tu es maltraité? On n'aborde pas ce sujet-là, certaines fois. On n'en parle pas. On ne va pas te demander seulement... On assume. T'es dans ta famille, c'est bien. Dans une résidence privée, il y a des personnels. Le personnel là, qui s'occupe de toi, t'es bien. Le plus souvent, on n'ose pas aborder. Et si on voit ça, on dit, mais avec le changement du personnel, le roulement là qu'il y a, c'est peut-être ça. On va essayer de voir, on n'en parle pas parce qu'on dit qu'on cherche toujours une raison à justifier et puis on laisse ça. C'est pour ça que ce sujet n'est pas vraiment rapporté à tout ça. Oui, j'aimerais ajouter une couple d'affaires. Je pense que selon les ateliers que j'ai faits au niveau de la maltraitance, les gens ne reconnaissent pas la maltraitance. Ils me demandent, ils m'expliquent quelque chose, c'est-tu de la maltraitance? Ils ne savent pas. Donc, c'est une des raisons là, pourquoi que ça ne se parle pas beaucoup.
Puis peut-être qu'on veut pas aussi reconnaître la maltraitance, comme Linda dit, tu sais, avec, tu sais, t'as honte qu'il te soit arrivé quelque chose, etc. Mais moi, je crois que au niveau de sensibilisation, de promotion, pour contrer la maltraitance, il n'y a pas assez de promotion. Donc, il n'y a pas assez d'exemples donnés en petits clips à la télévision ni à la radio. On n'entend vraiment pas parler. Tu sais, hein? Quand est-ce qu'on a entendu parler de la maltraitance à la télévision, la radio? Bon, vraiment pas souvent. J'ai vu une couple de pubs québécoises à Tout le monde en parle. Donc ça, c'était parfait. Tu sais, comme, hey, il y a une grosse clientèle, là, à Tout le monde en parle. Donc, non, il n'y a vraiment pas, non, pas assez de promotion, de sensibilisation. On a du chemin à faire. Du chemin. Oui, je crois qu'on a vraiment un grand chemin à faire et vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez parce que je crois que souvent, même sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir la maltraitance qui est commise envers les personnes aînées seulement comme dans les maisons de retraite. Mais je pense qu'il y a des gens qui oublient que même dans les maisons, même dans les familles et même selon Statistique Canada, il y a 32% des victimes qui sont agressées par un membre de famille, qui est vraiment très élevé par rapport à toutes les autres statistiques. Alors, beaucoup se passe dans les familles, mais on n'a aucune idée, comme Linda, tu viens de le dire, parce qu'on assume que non, ils sont en famille, tout va bien. On va dire ils sont chanceux d'avoir un membre de leur famille qui s'occupe d'eux et puis sourit. Mais c'est pas ce qu'ils voient toujours comme « Oh, s'il y avait quelque chose, on allait voir. » Mais non, il y a deux parties de la maltraitance, ces deux parties-là. Il y a la négligence aussi, il y a la violence qui se passe. La négligence, ça se fait toujours. C'est pas souvent intentionnel, mais ça se fait. Imagine que je suis là, je prends soin de ma mère, je suis fatiguée. Elle a un rendez-vous médical, là, je ne peux pas me rendre. Et puis je dis, je repousse ça. Le mois prochain encore, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je repousse. Ça se répète. Là, ça devient de la négligence. Ça rentre dans la maltraitance. C'est pour ça qu'on n'en souligne pas trop. On n'en parle pas trop. Parce qu'on trouve toujours, on dit que, OK, c'est pas trop, c'est pas visible. C'est ça qui tue, là. C'est pas visible parce qu'on n'arrive pas à voir. C'est pour ça qu'on ne signale pas trop. Mais c'est stressant pour les proches aidants aussi, hein? Donc, de plus en plus, on reconnaît que, tu sais, t'as tes enfants, t'as tes petits-enfants, t'as tes parents qui ont peut-être 90 ans et plus. Et puis, tu sais, c'est un phénomène là, assez particulier. Donc, faut que les organismes communautaires puis le gouvernement injectent plus d'argent là, pour aider les proches aidants. Il y a quand même un réseau de proches aidants en Ontario qui est fort intéressant. Donc, c'est stressant la vie, tu sais. Donc, faut... Oui. Moi, lorsque je fais ces ateliers-là, c'est comme souligner ça lorsque tu regardes le visage des personnes aînées, disant « OK, ça peut arriver, c'est de la négligence, ça fait partie de la maltraitance, c'est de leur rassurer aussi. » C'est pas que tu veux pointer du doigt la personne pour dire « OK, on va te punir. » Non, c'est juste « OK, la personne a besoin d'aide pour continuer à prendre soin de sa mère ou de ses grands-parents. » C'est juste mettre l'accent sur le fait de dire « OK, j'aimerais avoir de l'aide. » Parce que c'est pas tout le monde qui est vraiment capable de dire « J'en ai besoin, j'en ai trop sur le dos maintenant. » Lorsqu'on fait ça, on leur parle de la négligence, comment ça peut affecter la personne. C'est là, OK, ça arrive, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est à ce moment-là qu'on leur dit, oui, tu peux demander de l'aide. Il y a de l'aide disponible. Il y a quelque chose qui pourrait être fait pour t'aider à continuer. C'est ça. Moi, je voudrais revenir à l'intergénérationnel. Donc, on a commencé à parler là, de grands-parents, parents, enfants, etc. Donc, je vais revenir sur le sujet de bientraitance. Donc, au niveau des jeunes, c'est peut-être une partance de sensibilisation au niveau de la bientraitance. Tu sais, si on monte à nos jeunes, tu sais, la valorisation des personnes aînées, ça aiderait peut-être comment faire, tu sais,
Comme mes petits-enfants sont chanceux, ils ont des grands-parents. Moi. Tu sais, moi, j'ai pas tout le temps eu ça. Donc, faut qu'ils apprennent à vivre avec le grand-parent, les grands-parents, etc. Donc, il faut leur montrer, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent réagir. Tu sais, c'est pas facile, là. C'est pas, tu sais, ils peuvent ne pas savoir comment faire. Comment faire exactement? Et je crois que c'est, comme Denise, je crois que ça nous apporte même à notre prochaine question parce que je crois qu'il y a souvent, même les membres de famille, on ne sait pas exactement quoi faire. On ne sait pas comment prendre soin de nos grands-parents. On se dit que oui, c'est vrai, à un certain âge, ils vont vivre avec nous, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait de mal. Est-ce qu'on n'est pas conscient? Et je pense que ça apporte dans notre prochaine question qui sont quels sont les exemples ou des gestes de bientraitance pour ceux qui ne savent pas exactement et qui voudraient un peu savoir afin de les appliquer? Moi, je dirais qu'avec les gestes, ce sont les approches. Par exemple, on dit, mais c'est pas juste décider, on va faire l'épicerie aujourd'hui. Oh, grand-mère, tu vas avec nous. Mais non. Il faudrait dire, grand-mère, on va faire l'épicerie aujourd'hui. Penses-tu? Ou bien, voudrais-tu nous accompagner? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que tu voudrais le faire? C'est comme, c'est pas juste décider de dire, mais je t'embarque là, on en va. C'est demander l'avis de la personne. On demande les approches aussi. C'est pas dire, ben, c'est crier tout le temps. On n'a plus cette patience pour parler. C'est comme crier tout le temps. C'est frustrant. Ça démontre ta frustration. Il faut être beaucoup plus patient. Il y a aussi au niveau, comme on peut dire, social, lorsqu'on arrive dans la communauté, tu rencontres quelqu'un, tu décides pas de prendre le chariot et dire, OK, je vais t'aider. Non. Tu demandes. Il y a cet aspect-là qu'on doit demander. Est-ce qu'on peut le faire? Et au niveau aussi avec le gouvernement, c'est comme mettre des programmes pour que la personne puisse participer à des activités dans la communauté. On voit beaucoup de choses pour les jeunes, des activités où on fait des choses, mais qu'est-ce qu'il y en a aussi pour les personnes aînées? C'est comme qu'est-ce qu'on fait pour les aider à continuer à s'intégrer, à participer dans les activités de la communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les appuyer? Comment on peut appuyer les familles pour les accompagner? Et aussi avec les programmes qui sont là. Parce qu'il y a des fois, comme dans des résidences, où on va prendre la personne, on ne peut pas desservir parce que la personne n'est pas le français. Ou bien on n'a pas ça, on ne peut pas, la personne a des comportements. Si on commence à avoir des troubles cognitifs, là, on va dire la personne a des comportements, on ne peut pas. Non, c'est pas ça. Il faut changer les approches. Il faut changer et accorder une place vraiment à la personne. Dire, mais vieillir, c'est pas tout couper, mais continuer à vivre et à s'intégrer, à participer dans diverses actions de la communauté. Je ne sais pas, Denise. Oui, exactement. Puis, moi, je pense il y a comme deux côtés, tu sais, enfants, parents, mais aussi parents, enfants ou grands-parents, petits-enfants. Tu sais, comme, faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Si je veux faire quelque chose avec mes petits-enfants, je les appelle, puis je les invite. Mais le contraire est souvent pas la même chose. Hein? Tu sais, comme ils appelleront pas ou ils visiteront pas. Donc, commencer par avoir un intérêt pour tes parents ou tes grands-parents. Ça peut commencer là, au moins. Et puis après ça, faire des activités avec eux autres. Inciter les inviter à faire quelque chose avec eux autres. Moi, je fais beaucoup de bricolage avec mes petits-enfants. Donc, il y a des choses à faire, des visites dans les résidences. Il y a beaucoup de personnes isolées au niveau des résidences, puis ils n'ont pas de visite.
Et puis, non, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Tu parlais des centres de vie active. Les centres de vie active pourraient ouvrir leurs portes à l'intergénérationnel. Là, le pickleball est très populaire. Donc, si tu avais des sessions de pickleball avec petits-enfants, grands-parents, ça marcherait beaucoup. Mais pour faire ça, le centre de vie active a besoin de financement pour ouvrir les portes, soit en soirée, soit les fins de semaine. Puis ça, c'est très difficile. Donc, il y a des choses à faire, il y a des coûts, puis il faut que le financement vienne dans quelque part. Je porte mon chapeau de RP Mafo puis Perfo, là. Ouais. Vous voyez, là? Oui, qu'on le voit. Non, mais j'aime, non, c'est magnifique. Et je crois que c'est, en fait, ça nous interpelle tous aussi, parce que je pense que des fois, même moi en tant que jeune, avec mes grands-parents qui sont toujours vivants jusqu'à aujourd'hui, des fois, tu sais pas exactement, tu te dis, bon, mais comment, comme toujours, garder cette connexion, cette relation et te sentir impliqué dans leur vie. Je crois que des fois, ça peut être difficile, mais je pense qu'en entendant tout ça, je pense que ça nous aide quand même un peu à savoir certaines choses. Mais oui, c'est comme tu as dit, là, tes grands-parents, ça devrait aussi commencer pour moi à l'école des jeunes. Comment on intègre ça dans le curriculum? Est-ce qu'il y a un moyen d'intégrer ça, de leur donner une partie de savoir comment interagir avec mes grands-parents, parce que c'est une chance d'avoir tout ça, parce que moi, je me rappelle, je me faisais cajoler par mes grands-parents, c'était beaucoup, à chaque fois que j'y allais, c'était le meilleur moment de ma vie, être en leur compagnie, c'est comme tout ça, on peut avoir tout ça, c'est comment les aider à accueillir ça, à agir, parce que des fois, les jeunes agissent sans s'en rendre compte. C'est pas intentionnel, mais ça peut blesser. Et c'est comment cette approche-là, comment agir avec respect, comment, comme Denise vient de le dire, comment inviter ma grand-mère, mon grand-père à venir, à faire des choses avec moi. Il faut aussi ces choses-là. Moi, je voudrais juste complémenter. Tu as parlé d'agisme. L'agisme, c'est une forme de maltraitance. Donc, ça, c'est vraiment... c'est quand même un fléau là, dans notre monde. Des fois, on ne s'en aperçoit pas, mais des fois, ça ne l'aide pas. Par exemple, au niveau du travail, on ne veut pas embaucher une personne de 65 ans et plus parce qu'ils ne fonctionneront pas comme un jeune de 40 ans, genre. Donc, mais des fois, tu as la sagesse qui va avec ça, puis ça vaut la peine. Et puis, donc, à ce niveau-là, ça serait intéressant d'étudier cette forme de maltraitance un petit peu plus au niveau de nos organismes là, de revendication des droits des personnes aînées. Oui, tu sais, les personnes qui disent « Ah, ma petite madame hein? ». Donc, tu sais, c'est-tu de l'agisme ou ça l'est pas? Tu sais, il y a aussi l'exemple « Oh! T'as 70 ou 80. Oui, mais tu parais beaucoup jeune, plus jeune. Non, on peut prendre ça pour un compliment, non. Un compliment, mais c'est pas nécessairement un compliment pour tout le monde. Oh non, wow. Non, ça, c'est une bonne chose à mentionner. Donc, dis pas, ma petite Oui, madame. Dis-le pas, non, c'est... Non, mais non, merci beaucoup, Denise, pour ça. Je pense que c'est très, très, très important de même juste des petites choses qu'on a tendance à faire ou généraliser qui n'est pas nécessairement des bonnes choses. Et en fait, pour ma toute dernière question, on veut savoir s'il y a des ressources disponibles pour appuyer les personnes aînées en cas de maltraitance. On a mentionné beaucoup de choses, mais pour ceux qui regardent ce balado, qui se demandent, est-ce qu'il y a des ressources disponibles? Est-ce que vous en connaissez? Oui, en fait, il y a plein de ressources qui sont peut-être moins connues, OK? Puis méritent d'être connus davantage. Moi, j'ai 3 organismes qui sont ferrés en prévention de la maltraitance. Donc, on va débuter au niveau de la FARFO, la Fédération des aînés francophones, des aînés et retraités francophones de l'Ontario, qui a mis sur pied le RP Mafo dont j'ai parlé tantôt. Donc, sur le site Internet, si vous allez dans RP Mafo, dans la page web, il y a plein de ressources. La FARFO a le Vivre Plus, le bulletin que les gens peuvent s'abonner gratuitement. Là-dedans,
là-dedans, généralement, tous les mois, il y a des articles au niveau de la maltraitance. Le deuxième organisme, c'est un organisme anglophone, Elder Abuse Prevention Ontario. Ils ont plein de ressources. Ils ont des ressources en français aussi. Donc, il y a beaucoup de ressources. Eux autres, ils ont beaucoup de ressources pour les intervenants. Peut-être un petit peu moins pour la clientèle de personnes aînées individuelles, mais au niveau des intervenants, il y en a plein. Puis, moi, je suis au conseil d'administration d'un organisme national en lien avec la prévention, le réseau canadien de prévention de la maltraitance, du mauvais traitement des personnes aînées. Là-dedans, c'est un carrefour d'informations sur la maltraitance. Nous, on rassemble toutes les études, les recherches, les outils, même à travers le monde, pour aider nos membres là, à reconnaître ou à connaître mieux la prévention de la maltraitance. Donc, ces 3 organismes-là, c'est les principaux. Mais tu as d'autres organismes. Par exemple, les cliniques juridiques communautaires. Souvent, ils prennent des cas au niveau de la maltraitance. Il y a les centres de services communautaires qui font du travail social. On peut s'adresser à eux autres. Les centres de vie active, on en a 5 dans la région d'Ottawa. On a 40 à travers l'Ontario. Donc, on peut s'adresser aussi à eux autres. Il y a la police communautaire. Si vous croyez d'avoir un cas de maltraitance ou de la fraude ou de l'escroquerie, etc., généralement, les polices communautaires à travers l'Ontario ont des programmes axés pour les personnes aînées. Donc, il y a aussi des lignes au niveau de l'abus des personnes aînées, dont le ministère là, de l'accessibilité ont. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Je pourrais aussi ajouter qu'il y a si on va sur le site ontario.ca, il y a Vieillir bien. Il y a aussi beaucoup de ressources là-dedans. Si on rentre, qui offre pour soutenir, pour aider avec des activités comme bien-traitance, comment faire, comment agir. Il y a aussi l'organisme de soutien aux aidants naturels aussi. Ça aide énormément. On ne peut pas oublier ça, mais je pense que ça ajoute à tout ce que Denise vient d'ajouter. Oui, c'est bien. Parfait. Bon, merci beaucoup, Linda Lefils et Denise Lemire pour ce balado fantastique. Je crois que nous avons tellement appris et je crois que vous aussi qui nous regardons en ce moment, vous avez aussi beaucoup appris. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'explorer sur la maltraitance, la bientraitance et de connaître en fait c'est quoi la maltraitance et la bientraitance, ainsi que des gestes ou des façons ou certaines choses à appliquer pour prévenir cela à nos personnes aînées, à nos grands-parents, à nos proches et à nos membres de la famille. Et un grand merci encore pour Linda et Denise. Et nous voulons aussi remercier encore une fois l'Emploi et le Développement social du Canada, notre bailleur de fonds. Sans eux, ce balado n'aurait pas été possible. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, sur mon assemblée, ainsi que l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, sur nos réseaux sociaux. Et nous voulons aussi vous dire que pour les ressources, il y en a d'autres qui seront trouvées dans la description de cette vidéo et possiblement aussi sur notre site web très bientôt. Merci beaucoup et nous vous retrouvons dans notre prochain épisode de Faut qu'on se parle.